Bismillah. Salam alaikum. Mes chers élèves, celles et ceux qui nous suivent dans notre chaîne électronique Oustaz Plus, soyez les bienvenus. On va voir dans cette vidéo une leçon de chimie, la première leçon de la chimie qui est la ou bien les transformations chimiques rapides et lentes. Bien. Alors, comme vous voyez, le titre transformation chimique rapide et lente, on commence par la première partie, transformation rapide et lente. Alors, les expériences, elles montrent toujours que la durée de l'évolution d'un système chimique est variable. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Ça veut dire qu'il y a des réactions chimiques qui sont rapides et des réactions chimiques qui sont lentes. Ça veut dire la durée de la transformation chimique varie d'une réaction à une autre. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par une transformation rapide? Allez-y, c'est quoi une transformation rapide? Alors, c'est une transformation de durée trop courte. Elle ne peut pas être suivie à l'œil nu. Ou avec un instrument. Ça veut dire une réaction qui se fait rapidement. On n'a pas le temps de faire une mesure ou bien de suivre l'évolution à l'œil nu. Donc, c'est une transformation rapide. Bien. Qu'est-ce qu'on veut dire par transformation lente? Le contraire de rapide. Allez-y, c'est quoi? Quelques secondes ou quelques minutes ou bien même 10 heures au plus. Très bien. Alors, qui peut reprendre maintenant? C'est quoi une transformation rapide? Une transformation qui a une durée trop courte et on ne peut pas suivre à l'œil nu avec les instruments de mesure. Par contre, une transformation, le contraire, c'est une réaction qui dure quelques heures. Très bien. Et on peut suivre ce genre de réaction avec des mesures, en utilisant des instruments de mesure comme le pH mètre, la suite de colorimétrie, le baromètre, etc. Très bien. On va commencer par vous montrer ce que c'est qu'une réaction d'oxydoréduction. Pour écrire ce genre de réaction, on est obligé de respecter certaines méthodes. Alors, quelles sont les méthodes générales pour écrire une réaction d'oxydoréduction? Tout d'abord, il faut respecter quoi? La matière, c'est-à-dire cela veut dire qu'il faut respecter quoi? Il faut que les éléments chimiques des réactifs se trouvent dans la partie des produits et de même nombre. C'est ça la conservation de la matière. J'ai 4 atomes d'oxygène à gauche, je dois avoir 4 atomes d'oxygène à droite, ainsi de suite. Bien. Deuxième règle. Il faut toujours respecter quoi? La charge électrique. En ajoutant quoi? Un nombre d'électrons. Dans quel côté? La grande charge. Ça veut dire, si je compte le nombre de charges à gauche et à droite et je trouve les nombres différents, je dois ajouter les électrons sur le côté où il y a la charge la plus grande. Et on ajoute exactement des électrons. Remarque. Alors, parfois, on travaille dans des milieux acides et dans d'autres dans les milieux basiques. Cette année, on va travailler dans le milieu en général acide.
Alors, si le milieu est acide, ça veut dire quoi? Présence des ions Présence des ions H+, ou bien présence des ions H3. Parce que H+, c'est le réduit de H3. C'est très bien. Alors, pour cela, si on trouve dans une équation, dans un côté il y a l'oxygène et dans l'autre il n'y a pas d'oxygène, qu'est-ce qu'on va ajouter? H2O, parce que dans les solutions aqueuses, il y a toujours de l'eau. Et l'eau contient l'oxygène. Donc j'ajoute H2O dans le côté où il y a manque d'oxygène. Et si jamais j'ai manque d'hydrogène dans un côté de l'équation, on va ajouter soit les H+, soit les H3+, dans le côté où il y a manque d'hydrogène. Alors, c'est clair la remarque? Oui. Alors, s'il y a manque d'oxygène dans un côté de l'équation, on ajoute NH2O, c'est-à-dire un nombre d'eau. Par exemple, il me manque 4 oxygènes, je dois mettre 4 H2O. S'il me manque 7 oxygènes, je vais mettre 7 H2O parce que dans la molécule d'eau, il y a un oxygène. Donc le nombre, c'est N. Bien. Et s'il y a manque d'hydrogène dans un côté de l'équation, on ajoute les ions NH+, ou bien NH3O+. Très bien. Alors on va appliquer ces méthodes dans des exemples. Je commence par un exemple simple. Alors, comme vous voyez, activité expérimentale. La première, on va mettre l'action de quoi? L'acide chlorhydrique de formule. Alors, regardez, dans cette formule, j'ai donné H+, et non pas H3. Dans d'autres, je peux vous donner au lieu de H+, H3. Voilà. Sur un métal qui est le magnésium. Bien. On va vous décrire l'expérience. Soit je vous donne les couples qui interviennent, soit je vous dis autrement, voilà le produit qui se forme. Ça revient au même. Regardez ici, les couples intervenant dans la réaction chimique, H plus H2O. Alors, qu'est-ce qu'on a mélangé? Une solution acide H plus CN3 avec quoi? Le magnésium. Alors, qui va représenter l'acide? H+. Alors, le H+, c'est le réactif. Ça veut dire qu'il va le former. H2, c'est un gaz ou un solide ou un liquide? C'est un gaz. Donc, H2, c'est un gaz. Il va réagir avec le magnésium. Regardez le magnésium. Ça veut dire, lorsqu'il réagit, qu'est-ce qu'il va le former? Mg2+. Donc, je connais maintenant le réactif et les produits. Regardez dans l'ordre. Si ici H+ est au-dessus, alors le Mg doit être au-dessous. Voilà. Et on va parler de l'oxydant réducteur pour vous montrer qu'on ne peut pas avoir réaction entre deux oxydants autant de réacteurs. Il faut qu'un oxydant réagisse toujours avec un réducteur. Très bien. Allez-y maintenant. Pour équilibrer les demi-équations, on va respecter ces formules générales. Alors, l'acide est représenté par H+. Qu'est-ce qu'il va former? H2. Et le magnésium, qu'est-ce qu'il va former? Mg2+. Alors, on va respecter les règles. Je commence par la conservation de la matière. Allez-y, combien d'hydrogène j'ai ici? 2. Et là? 1. Je dois multiplier par 2 pour avoir le même nombre. Maintenant, je passe à la conservation des charges. Alors, regardez ici, j'ai pas de charge. 0. Donc, c'est un 0. Ici, j'ai une charge plus, mais avec un nombre 2. Donc, 2 fois plus 1, c'est? Ah, j'ai une différence de charge. Alors, qu'est-ce que je dois ajouter? 2 électrons. Je dois ajouter les électrons. Oui. Alors, regardez maintenant. Quelle est la différence entre 2 et 0 en valeur absolue? 2. C'est 2. Donc, je dois ajouter 2 électrons. Dans quel côté? Dans le côté où il y a la charge la plus grande, c'est-à-dire ici. Parce que 2 électrons signifie moins de charge. Et plus 2 moins 2, et ça va donner 0. Et comme ça, j'aurai 0, 0, c'est équilibré. Alors, je passe la deuxième demi-équation. Le magnésium est dans les ions magnésium.
Le nombre ici, c'est 1. Et ici, c'est 1. Donc, la matière, elle est conservée. Alors, les charges. Ici, j'ai pas de charge. 0. Ici, j'ai 2 charges. Mais une fois, c'est plus 2. La différence, C'est 2. je dois ajouter. 2 électrons. Donc, quel côté? À droite ou à gauche? À droite. Le nombre le plus grand, donc plus 2 électrons. Alors, faites une remarque. Dans la première, les électrons sont à gauche. Dans la deuxième, les électrons sont À droite. Cela signifie que les H+, ils ont capté les électrons. Et le Mg, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cédé les électrons. Donc, toujours dans une réaction, il y a des éléments ou bien des espèces qui captent et d'autres qui cèdent. On ne peut pas avoir les deux qui vont céder ou les deux qui vont capter. Donc, il faut toujours qu'il y ait le cas contraire. Si quelqu'un, une espèce capte, alors l'autre, il doit céder. Bien. L'équation bilan. Pour écrire l'équation bilan, qu'est-ce qu'on doit faire? Tout d'abord, il faut regarder les électrons captés et les électrons cédés. Est-ce que c'est le même nombre? Oui. S'il y a le même nombre, j'ajoute la gauche à la gauche et à droite avec la droite. Allez-y, qu'est-ce que j'ai là? 2H+. 2H+. Les électrons, ils vont se simplifier. Alors, je vais l'ajouter Mg. Qu'est-ce que ça va donner? H2. H2 plus Mg2 plus. Voilà. Et ce qu'il faut faire, ce qu'il faut en tenir compte, c'est que dans les deux équations, on marque toujours double flèche. Dans l'équation bilan, il y a toujours une seule flèche. Très bien. Donc, maintenant, je peux faire une vérification des lois de conservation. Combien d'hydrogène j'ai ici? 2. Et là? Donc, c'est le même nombre. Combien de magnésium j'ai ici? Et là? Bien. Combien de charges j'ai à gauche? Ici, rien, 0, ici 2, c'est plus 2. Et là, j'ai un 0, et c'est plus 2. Donc, c'est le même nombre, non? Donc, l'équation est équilibrée. Et faites attention, dans l'équation bilan, je ne dois pas avoir des électrons. Les électrons, ils apparaissent seulement dans les demi-équations. Très bien. Alors, qui va maintenant nous interpréter les écritures de demi-équations? Qu'est-ce que ça signifie? 2H+, plus 2 électrons. Ça veut dire les ions H+, ils se transforment en quoi? En dihydrogène H2. Alors, les électrons dans les H+, ils sont à gauche ou à droite? Regardez les électrons. Ici, j'avais 2H+, plus 2 électrons. Regardez, les H+, se transforment en H2. Et le Mg se transforme en Mg2. Regardez les H+. Est-ce qu'ils ont capté ou ils ont cédé? À gauche, c'est capté. Et le Mg, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cédé les électrons. Très bien. Alors, qui va compléter cette phrase? Les ions H+, ils se transforment en quoi? En captant. Très bien. 2 électrons. Les ions H+, qui ont capté, ou bien l'ion H+, qui a capté, c'est un oxydant. Alors, c'est quoi donc un oxydant? C'est une espèce chimique capable de plusieurs électrons. Alors, regardez le magnésium. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est transformé en ion. En cédant. 2 électrons. Donc, l'atome Mg, c'est un réducteur. Très bien. Alors maintenant, je vais passer à une autre activité et après, je vais vous faire définir ce que c'est oxydant, réducteur, et réaction d'oxydation, ainsi de suite. L'action des solutions de permanganate de potassium, K+, plus MnO4- sur une solution de sulfate de fer 2 acidifié, c'est-à-dire en présence d'acide. Bien. Les couples qui interviennent, regardez, MnO4-, Mn2+, Fe3+, Fe2+. Les deux équations.
Alors, tout le monde regarde. Qu'est-ce qu'on a fait réagir? Le K plus Mn. Alors, les couples qu'on vous a donnés, c'est Mn au 4 moins Mn de plus. Et dans l'autre, Fe3 plus, Fe de plus. Vous allez me dire maintenant qui va représenter, selon ces couples, qui va représenter la première solution. M. Mn au 4 moins, qui est là? Qui va représenter de ce... Qui est là? Alors maintenant, est-ce que je peux écrire les deux mes équations? Oui, bien sûr. Alors pour ce couple-là maintenant, je commence par ce couple-là. Quel est le réactif? Fe2+. Alors Fe2+, qui est là. Donc je ne prends pas un corps que je ne connais pas. Je prends le corps qui est présent dans mes solutions. Alors Fe2+. Il se transforme en quoi donc? Fe3+. J'ai mis dialogue Fe3+. Par contre, dans ce couple-là, il va réagir. Mais le 4 points que j'ai là, donc les réactifs, ils se trouvent toujours à gauche. Il va se transformer en Mn2+. Allez-y maintenant. Qui va me dire ce que je vais faire pour équilibrer la première? On va ajouter Tout d'abord, la conservation de la matière. Combien d'atomes j'ai ici? 1 et là aussi, donc équilibré. Maintenant, je compte les charges. Combien de charges j'ai là? Plus 2. 1 plus 2, c'est plus 2. Et là, 1 plus Plus 3, trois. c'est plus 3. Alors, quelle est la différence entre 3 et 2? On va le retrouver, c'est 1. Je dois ajouter un électron. Donc, quel côté? À droite. Alors, le nombre le plus grand ici, donc plus un électron. Alors, de l'autre côté, regardez combien de Mn j'ai ici. Et là, combien j'ai? 1. Alors, c'est équilibré. Oh, ici, j'ai 4 oxygènes. Et là, j'ai pas d'oxygène. Et le milieu acidifié. Donc, je dois équilibrer en ajoutant H2O. À gauche ou à droite? Dans le côté où il n'y a pas D'oxygène. d'oxygène, donc c'est 4 H2O. Oh, encore un autre problème. Combien d'hydrogène j'ai ici? Oui. Et là, j'ai pas d'hydrogène. Alors, pour équilibrer, je dois ajouter 8 H+. Et comme ça, j'ai respecté la conservation de la matière. Maintenant, les charges. Faites attention, il ne faut pas se tromper à compter les charges. Alors maintenant, je commence. Combien de charges négatives j'ai ici? 1 moins 1, c'est moins 1. Et là, combien j'ai? 8 H+, c'est-à-dire 8 plus 1, c'est plus 8. Plus 8 moins 1, Plus 7. voilà le total à gauche. Alors, à droite, combien de charges j'ai? Plus 2. Ici, j'ai rien. Donc, j'ai un 2 et un 7. Qui va me dire la différence entre ça et ça? Alors, où on va ajouter à gauche ou à droite? À côté du nombre le plus grand, c'est 5 électrons. Et voilà, comme ça, j'ai équilibré les deux équations en mettant les doubles flèches. Maintenant, qui va me dire ce que je vais faire pour écrire l'équation bilan? Il faut équilibrer les charges. Ah, tout d'abord ici, j'ai un électron et là j'ai 5. Donc, ils ne sont pas équilibrés. Ce n'est pas le même nombre. Donc, je dois multiplier la première par 5 pour avoir 5 ici, 5 là et 5 là. Et comme ça, je peux ajouter à gauche avec la gauche et la droite. Allez-y rapidement. Qui va donner ici? Avec 5, c'est 5 Fe de plus au côté Mn au 4 moins plus flèche plus flèche. Alors les électrons ils vont se simplifier. Alors il va donner, n'oubliez pas le 5. 5 Fe3 plus Mn de plus 4 H2O. Et comme ça, on a équilibré l'équation bilan. Voilà. Très bien. Alors, qui va me dire que se passe-t-il dans cette demi-réaction? Non, il y a transformation de quoi? Les ions Fe de plus en captant ou en cédant? En cédant. De l'autre côté, c'est cédé. Alors, je reprends. Les ions Fe de plus se transforment en ions FO3 plus en cédant un électron.
Par contre, le MnO4-, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, Il a capté 5 électrons pour se transformer en en M+. M+. Qui capte, non, laissez encore la définition. Alors, le Fe de plus, est-ce qu'il a cédé ou capté là? Il a cédé, c'est un oxydant réducteur. Réducteur. Qui cède, Réducteur. c'est un réducteur. Qu'est-ce qu'il a fait MnO4-? Elle a capté. C'est un Oxydant. oxydant. Très bien. Alors maintenant, je peux introduire d'autres termes. Alors, le Fe de plus, c'est un oxydant réducteur, on a dit. C'est un Il a réducteur. cédé, donc c'est un réducteur. Et le MnO4-, c'est un oxydant. Regardez maintenant cette demi-équation. C'est pour le réducteur. Ça veut dire que le réducteur, il va réagir avec l'oxydant. Donc l'oxydant, il va l'oxyder. Il va l'oxyder. Ça veut dire que le réducteur, il va subir quoi? Une oxydation. Je change le terme. Réducteur, oxydation. Et que se passe-t-il à l'oxydant? Il va réagir avec un réducteur. Il va être réduit. Il va subir une réduction. Alors, lorsqu'on a fait la somme, qu'est-ce qu'on a obtenu? Oxydation, réduction, qu'on va nommer quoi? Oxydoréduction. Alors, qui va me définir ce que c'est qu'une équation d'oxydoréduction? C'est une réaction entre quoi et quoi? Entre un oxydant Et un réducteur. Au cours de laquelle il y a quoi? Il y a transfert des électrons. Très bien. Maintenant, je peux passer à la suite. Allez, caméraman, ça marche? Bien. Tout le monde. Au cours de cette réaction, la dernière, il y a transfert de quoi? Le transfert d'électrons. Entre quoi et quoi? L'oxydant Et le réducteur. et le réducteur. Très bien. Donc, les réactions dans lesquelles il y a transfert d'électrons, on les appelle des réactions Réduction. oxydo-réduction. Très bien. Alors, c'est quoi une réaction d'oxydation? C'est une réaction Au cours de laquelle il il y a un transfert d'électrons. d'électrons. Entre quoi et quoi? Entre l'oxydant et le réducteur. Très bien. Alors maintenant, on passe aux définitions. Après ces exemples, on a pu maintenant définir et compléter. Alors, définition. Un oxydant. C'est quoi donc un oxydant, Zil? C'est une espèce capable Ou bien susceptible de capter. Capter quoi? Plusieurs électrons. Regardez l'oxydant, il capte un nombre d'électrons pour se transformer en réducteur. donc le réducteur conjugué de l'oxydant. Toujours l'oxydant se transforme en réducteur. Et le contraire, le réducteur se transforme en oxydant. alors, lorsque je marque les électrons à gauche, c'est capté. Alors, c'est quoi un réducteur? C'est une espèce chimique capable de céder. C'est une espèce chimique capable de Céder. céder. Un ou plusieurs Électrons. Alors, regardez le réducteur. Il se transforme en oxydant en cédant quoi? Un nombre Un d'électrons. nombre d'électrons. Donc, les électrons à droite. Très bien. Une réaction d'oxydoréduction. C'est quoi donc une réaction d'oxydoréduction? C'est une réaction chimique au cours de laquelle il y a un transfert. Transfert d'électrons entre l'oxydant Et le réducteur. Très bien. Alors regardez maintenant. Lorsque j'ai deux couples, oxydant-réducteur, il va réagir avec un autre couple, oxydant-réducteur.
Alors, pour faire la différence, le premier couple, je vais symboliser 1, 1. Et le deuxième, 2. pour qu'il y ait réaction. Tout le monde écoute. Pour qu'il y ait réaction, il faut par exemple que l'Occident du premier couple réagisse avec le réducteur du deuxième couple. On ne peut pas avoir réaction entre Occident et Occident. Oui. Donc toujours le haut du premier couple réagit avec le bas du deuxième couple et vice-versa. Alors regardez maintenant Ox 1, c'est bien ça? Oui. Il réagit avec Red 2. Ils vont se transformer. Alors qu'est-ce qui va donner ça? Le premier. Red 1. Voilà. Qu'est-ce qu'il va donner le deuxième? Ox 2. Donc toujours j'inverse les nombres. Le 1 avec 2. Le 1, il donne 1. Et le 2, il donne le conjugué 2. Ça, c'est une réaction d'oxydoréduction qui se fait entre deux couples oxydant-réducteurs. Très bien. Alors, un couple oxydant-réducteur, c'est quoi? C'est un couple constitué de quoi? D'un oxydant et de son réducteur conjugué ou vice-versa. Un réducteur avec son oxydant conjugué. Et on peut symboliser par... Alors écoutez, il faut respecter l'ordre. Toujours en haut, on met l'oxydant. Et en bas, le réducteur. Et pas le contraire. Bien. Alors, comme vous voyez, l'oxydant, il capte un nombre d'électrons pour se transformer en réducteur, et le réducteur, il cède des électrons pour se transformer en oxydant. Et les deux, ils vont constituer quoi? Un couple oxydant-réducteur. On passe maintenant au paragraphe 3. Alors, ces réactions, on a dit qu'il y a des réactions de transformation chimique rapide et lente. Maintenant, je vais me concentrer sur les réactions lentes. Alors, si on a une réaction lente, et on veut l'accélérer, c'est-à-dire, on veut qu'il se termine dans une courte durée, qu'est-ce qu'on va faire, à votre avis? On va utiliser des facteurs cinétiques. Alors, citez-moi quelques facteurs cinétiques qui vont. Température. Il y a un catalyseur, ou bien la température, ou bien La concentration les conditions, ou bien les concentrations initiales. Alors, regardez. Chaque système chimique évolue à une certaine vitesse. Il y a des réactions qui se font à grande vitesse et d'autres à faible ou petite vitesse. L'étude de l'évolution temporelle, qu'est-ce qu'on veut dire par évolution? Transformation. Regardez, temporelle, en fonction Du temps. Du temps. Je vous montre la montre. En fonction du temps. Bien. Des systèmes chimiques, qu'est-ce qu'on veut dire par système chimique? Toutes les espèces qui se trouvent dans le mélange, réactif et produit. Donc le système chimique veut dire réactif et produit, parce que les réactifs se consomment et les produits se forment. Alors, regardez maintenant l'étude de l'évolution. L'étude de l'évolution temporelle, c'est-à-dire en fonction du temps des systèmes chimiques, elle est appelée cinétique chimique. Donc, ce qu'on veut dire par cinétique chimique, c'est l'étude de l'évolution temporelle des systèmes chimiques. Pour cela, on mesure quoi? La durée de formation de quoi? D'un produit ou bien disparition ou consommation de quoi? D'un réactif. C'est-à-dire le suivi, il peut être un réactif ou un produit selon ce qu'on a dans notre équation et les besoins. Alors, définition. C'est quoi donc un facteur cinétique? C'est une grandeur qui influe sur la vitesse de la réaction, c'est-à-dire sur la durée de la réaction pour atteindre la fin de la réaction chimique. Alors, comme vous voyez, c'est une grandeur qui influe sur la vitesse de la réaction. Lorsqu'on parle de vitesse, on parle de durée.
Une grande vitesse, une courte durée, une courte durée. Une faible vitesse, une longue une durée. longue durée. Donc, le facteur cinétique influe sur la vitesse ou bien la durée d'une réaction. Alors, je parle maintenant de quelques facteurs cinétiques. Quel est le premier facteur qu'on va accélérer la température? C'est-à-dire, pour accélérer une réaction, qu'est-ce qu'il faut faire? Augmenter la température. Augmenter la température. Et le contraire, si on baisse la température, La vitesse. il va diminuer. Alors regardez, plus la température d'un système chimique augmente, plus sa vitesse augmente. Et Vitesse. alors parfois on vous dit, on met le mélange dans un milieu froid, ou bien je lui ajoute de l'eau glacée. Pourquoi faire ça? Pour arrêter. Pour stopper ou arrêter la température. Voilà. Alors regardez, c'est cool. Alors par exemple, pour un produit, à l'état initial, la quantité de produit ici, c'est 0. Donc le produit, sa quantité, il va augmenter. Regardez ici, il va augmenter. Pourquoi il augmente différemment? Alors regardez la première courbe. Il atteint le maximum, c'est-à-dire l'arrivée à l'état final, dans une durée TF. Par contre, la courbe numéro 2, il n'atteint le maximum, c'est-à-dire la fin, qu'après un certain temps qui est T'F. Quelle est la différence entre ces deux courbes? C'est que la première, qui est la plus rapide, qui atteint le maximum, la première. Alors la première, elle doit avoir une température élevée ou basse. Alors plus on augmente la température, plus on termine la réaction à une courte durée. Alors regardez pour un réactif. À l'instant zéro, j'ai une quantité. Que se passe-t-il au réactif? Il se consomme ou il se forme? Il se concentre. Ça veut dire que la quantité doit diminuer. Alors regardez la courbe numéro 1. Il s'annule à cet instant. Par contre, la courbe numéro 2, de température 2, il s'annule à une autre durée plus longue. Quelle est la plus rapide? Une ou deux? Une ou deux? Une. Qui se termine la première, c'est une. Donc, quelle est la température la plus grande? Une ou deux? Une. Alors voilà, c'est court et 1 supérieur. Ça veut dire si on influe sur la température, on influe sur la durée de la transformation chimique. La deuxième, ou bien le deuxième facteur cinétique, c'est quoi? La concentration initiale de quoi? D'un réactif ou des deux réactifs, qu'on appelle les conditions initiales. Alors il faut tenir cette phrase. Si les quantités initiales ou bien les concentrations initiales des réactifs augmentent, la vitesse elle va augmenter. Si les quantités ou les concentrations initiales diminuent, la vitesse elle va diminuer. Donc il y a un facteur cinétique qui est les conditions initiales. Alors regardez pour un produit. Oh, faites attention à cette remarque. Si on influe sur les conditions initiales, à la fin de la réaction, on n'obtient pas la même quantité. Pas comme dans le cas de température. Regardez dans le cas de température. Les deux courbes se terminent à la même état final ou non? Même X max. Ou même quantité finale. Par contre là, regardez la quantité finale 2 et la quantité finale 1. Alors pour C1 supérieur à C2, on obtient à la fin de la réaction une quantité élevée. Et regardez qui a la quantité élevée, il se termine à sa durée. Et qui a la quantité petite, il se termine à sa durée. Qui est la durée la plus petite? T final ou T préfinal? Ça veut dire pour les conditions où il y a les concentrations élevées, la durée elle est courte. Ça veut dire qu'on a accéléré la réaction ou bien augmenté la vitesse de la réaction dans le cas où il y a augmentation des conditions initiales. Ce qui se passe à un produit,
se passe Un réactif. réactif. Alors, pour finir, dans la chimie, on va se baser sur deux méthodes. Alors, pour faire le suivi temporel des transformations chimiques, on va toujours utiliser deux méthodes. Lesquelles? Soit la méthode chimique. Qu'est-ce qu'on veut dire par méthode chimique? Le titrage. C'est-à-dire utiliser le titrage. Une solution titrée, une solution titrante avec, comme vous connaissez, un moteur ou bien un agitateur magnétique avec un ballon aimanté pour homogénéiser le mélange et une burette graduée, et vous connaissez le dispositif du titrage. Alors, à quoi sert le titrage? À quoi sert le titrage? Oui, pour déterminer quoi? Une concentration ou une quantité de matière d'une solution inconnue avec une solution de concentration connue. Bien. Il y a aussi une deuxième méthode, laquelle? Méthode physique. Méthode physique. Qu'est-ce qu'on veut dire par méthode physique? C'est utiliser quoi? Un instrument de mesure. Par exemple, Le baromètre. le baromètre pour mesurer la pression, le pH mètre pour mesurer le pH, la cellule conductimétrique pour la mesure de la conductivité. Donc, on utilise un instrument de mesure pour faire le suivi temporel d'une transformation chimique. Comme vous voyez, ça c'est un baromètre. Et comme vous voyez, ce sont des pH mètres. Et comme vous voyez, le pH mètre, il a une sonde qu'on introduit dans la solution, le mélange. Il va nous afficher la valeur du pH mesuré. Et au cours d'une transformation chimique, toujours il y a variation de pH, de pression, et comme ça on peut noter les valeurs en fonction du temps pour tracer une courbe. Alors regardez, encore. Allez-y. Voilà. Alors regardez ces courbes maintenant. Les courbes d'évolution. Alors lorsqu'on vous donne un tableau d'avancement, par exemple, on fait réagir le fer avec un acide. Il va nous dégager un gaz. Le fer, c'est un réactif en produit. Alors, la quantité de matière à l'instant zéro, il a une quantité. Qu'est-ce qu'il va? Regardez pour le H2 qui est un produit. Que va-t-il se passer pour ce produit? La quantité il va se former. Et comme ça, on peut avoir des courbes d'évolution, soit d'un réactif, soit d'un réactif, soit d'un produit. On est arrivé à la fin. Merci.